L'enfer des shitcoins et comment y survivre. Cette vidéo fait suite à un énième drama sur le crypto Twitter francophone. Ceux qui savent, voilà, c'est sur l'illustration, il n'y a pas besoin de plus d'informations. Et ceux qui ne savent pas, eh bien vous avez bien raison, c'est un coup et ils perdent quelques points de QI. Je trouve ça absolument inacceptable que certaines personnes se permettent même d'essayer de dépouiller des gens qui n'ont pas les connaissances nécessaires pour éviter ce genre de piège. Et ça, que ce soit volontaire ou involontaire de leur part. Je me suis donc dit que j'allais mettre à disposition de tous ce petit guide pour expliquer ce qu'est réellement les shitcoins, comment ça fonctionne et qui sont les véritables gagnant là derrière, en espérant que les personnes qui pourraient le plus bénéficier de ces informations prendront le temps de regarder cette vidéo. Petit disclaimer, même si tu vas le découvrir très vite, cette vidéo est uniquement à but éducatif, je n'encourage personne à se lancer dans cette activité, du coup les shitcoins, évidemment car celle-ci peut causer la perte totale ou partielle de ton capital, et évidemment tout ceci n'est absolument pas un conseil en investissement. Voilà, ça c'est fait, donc moi qui je suis et pourquoi je fais cette vidéo, on me prénomme Mage et j'arpente la DeFi depuis 2021. Autant te dire que j'ai déjà vu passer un nombre absolument fou de Ponzi, de DGN et d'arnaques en tout genre. Et sur ma chaîne YouTube, je fais globalement de la vulgarisation et on pourrait également dire que je suis influenceur airdrop. Car aujourd'hui, c'est le sujet principal que je traite sur ma chaîne. On va directement attaquer avec une version très courte pour ceux qui ont vraiment pas le temps. Acheter et revendre des shitcoins, c'est l'équivalent de jouer au casino, mais avec le croupier qui est déloyal. Il a accès à une infinité de cartes et il fait absolument ce qu'il veut. Comme au casino, la seule façon de gagner, c'est de ne pas jouer, donc de ne pas tomber là-dedans. Car très souvent, les gens qui tombent là-dedans et qui font ça un petit peu en boucle, eh bien, je pense qu'on peut assimiler ça à une addiction. Addiction à tout ce qui est jeu d'argent. On en parle plus loin vers la fin de la vidéo, là où je donnerai mon opinion là-dessus. Et finalement, même si certaines personnes arrivent à gagner grâce à ça, eh bien, tu vas te rendre compte que c'est quasiment comme le loto, presque tous les gagnants vont perdre absolument tout ce qu'ils ont gagné. On aura également une slide qui sera dédiée à ça plus tard dans la vidéo. Le sujet des shitcoins, par contre, c'est un truc qui est super intéressant à discuter, et je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin si tu veux vraiment tout comprendre. Notamment comment les personnes qui sont là derrière arrivent à générer de l'argent grâce à ça, et surtout comment ils le font sur le dos de leur communauté. Première chose qui est assez importante, c'est d'essayer de définir ce qu'est un shitcoin. Déjà, on va certainement pas être d'accord sur la définition, donc j'ai fait de mon mieux pour illustrer mon propos, et on parlera un petit peu par la suite de la différence avec les mêmes coins, car à mon avis, il y en a quand même une ou l'autre. Même si pour certains puristes, on pourrait dire que c'est du pareil au même. Dans la plupart des cas, et surtout les cas là où ça se termine généralement particulièrement mal, c'est un jeton qui est créé uniquement dans le but de faire un pump and dump. C'est-à-dire que le développeur va créer son jeton, il va s'auto-attribuer une certaine allocation parce que c'est le développeur, il fait ce qu'il veut. Il va faire le maximum pour que son projet gagne en traction, que ce soit contacter des influenceurs, mettre en avant son projet, partager des mèmes, etc. Quand le projet a suffisamment de traction, généralement le développeur va vendre. Et voilà, très souvent à partir de là, le projet est abandonné dans la nature et c'est aux utilisateurs de continuer à faire vivre le projet, sinon il va mourir tout simplement. Et encore, ça c'est un cas favorable là où il n'y a pas de rogue. Le deuxième cas de figure qui est globalement le meilleur, c'est un jeton random qui est créé dans le but d'en faire un meme coin et donc de vraiment souder une communauté là autour. Généralement dans ce cas de figure là, il n'y a pas d'allocation pour le développeur et ça part vraiment de zéro, tout le monde est logé à la même enseigne. Généralement dans ce cas de figure, il n'y a pas d'allocation pour le développeur, tout le monde est logé à la même enseigne. Sur ces jetons, très souvent là, ils ont vraiment absolument aucun intérêt d'exister et donc ils vont mourir en quelques heures si ce n'est quelques jours, le temps que les gens passent à quelque chose d'autre tout simplement. Ils ont donc un cycle de vie qui est ultra accéléré et sont particulièrement connus pour être peu liquides, éphémères et surtout inorganiques. On rappelle que quasiment tous ces jetons là peuvent être assimilés assez facilement à du pump and dump. Typiquement les charts qui montent très vite et qui se pètent la gueule quelques jours après. Si ce n'est pas quelques minutes plus tard. Si tu es quelqu'un d'un petit peu sensé, tu vas me dire que ça sert à rien et surtout que c'est la meilleure façon de perdre sa thune. Et justement, les gens qui s'y intéressent, ils s'y intéressent pour une raison très simple, la thune. L'argent, la moula, le flouze, comme tu veux. Dans le monde idéal de ces personnes, chose qui n'arrive quasiment jamais parce que c'est une version idéalisée du vrai monde, elles vont poser un billet sur un shitcoin à 100 000 $ de market cap et elles vont le voir devenir le prochain PP. Je caricature à peine le scénario et c'est vraiment ce que la plupart de ces gens-là qui posent là-dessus attendent. Ils espèrent devenir riches en déposant quelques centaines, voire dans le pire des cas quelques milliers de dollars sur des shitcoins. Leur stratégie c'est donc de ne rien faire, de poser, d'attendre et d'espérer que le projet se démocratise dans le futur. 99,99999% des cas, ça ne va pas se passer, le jeton va aller à zéro. Il suffit d'aller sur n'importe quel site qui référence tous les lancements pour te rendre compte que toutes les heures il y a des milliers de nouveaux jetons qui apparaissent. Et donc statistiquement, poser des pièces sur les jetons qui réussissent et qui sont représentés sur moins que le nombre de doigts d'une main, eh bien malheureusement ça n'arrive pas souvent. Pour ainsi dire, ça n'arrive quasiment jamais. Je me suis posé la question d'où est-ce que ça vient ce genre de choses, ce genre de comportement, et j'en suis arrivé à la conclusion que globalement c'est un manque de patience de ces personnes et c'est très clairement ce type de personne qui veut tout de suite. On est clairement dans la génération de l'instantané, j'ai l'impression que ce sont très souvent des jeunes entre 18 et 25 ans qui n'ont pas de patience et qui généralement ne maîtrisent pas trop le monde qui est autour d'eux et qui du coup ont pour mode de penser que le plus simple pour s'enrichir c'est grâce au hasard plutôt qu'en travaillant. C'est un peu l'esprit qui est représenté dans le mème du doomer que t'as pu certainement voir sur les réseaux sociaux. Ça évidemment c'est mon opinion et ce que j'ai remarqué donc ça n'engage que moi. Mais de ce que j'ai observé, ce sont les personnes qui ont le plus besoin de ne pas faire n'importe quoi avec leur
leur argent qui sont attirés par ce genre de choses. Le mec qui a des centaines de milliers de dollars, il s'en fout de claquer des centaines voire des milliers de dollars dans des projets qui donneront probablement rien. Ça ne l'atteint absolument pas et ça fait partie de la variation journalière de son portfolio. C'est clairement pas le profil des bonhommes qui viennent se plaindre sur Discord ou sur Twitter qu'ils ont perdu quelques dizaines voire quelques centaines d'euros sur des shitcoins, qui eux pour le coup ont réellement besoin de cet argent-là. Sinon ils ne viendraient certainement pas se plaindre pour quelques dizaines d'euros qui ont été perdus à jouer sur des shitcoins. Je veux dire que si t'as un minimum de connaissances dans la crypto, si tu mets des billes là-dessus, t'es totalement conscient que tu as 99% de chances de tout perdre. Et c'est justement le problème des shitcoins, c'est que généralement les gens qui posent dessus, eh bien ils perdent absolument tout. C'est pas comme un altcoin, là où dans le pire des cas, généralement tu vas peut-être taper un divisé par 10. Chose qui arrive quand même assez rarement aujourd'hui, mais qui existe quand même. Et là où très souvent quand on dit que les altcoins ne performent pas, eh bien c'est surtout qu'ils sont plats par rapport à Bitcoin ou à Ethereum par exemple. Là on parle de jetons qui vont littéralement à zéro. Là où tu poses 1000 balles et t'en tires peut-être 1 dollar de l'autre côté. C'est un petit peu l'esprit typique de ce genre de choses. La personne elle va mettre 200 balles de côté tous les mois et elle va faire all-in sur des shitcoins en boucle pour perdre à chaque fois tout ce qu'elle a investi. Pourquoi c'est perdant de se positionner là-dessus? Comme dit tout à l'heure, il y a des milliers de tokens qui sont créés toutes les heures et donc le pourcentage de chance que tu as de tomber sur le gagnant, eh bien il est particulièrement faible. Et en plus de ça, généralement le jeu est truqué par le développeur du projet ainsi que ses copains, qui partent avec un avantage sur la personne qui pose juste des billes de façon aléatoire. Autant te dire que le lancer de dés est clairement pas de ton côté et que d'un point de vue espérance de gain, ce serait largement plus intéressant d'aller jouer au casino. Et non, c'est pas une pub déguisée pour un casino ou quoi que ce soit, hein, c'est vraiment juste une comparaison de l'espérance de gain. C'est te dire à quel point les shitcoins c'est l'enfer de ce monde. Maintenant je sais qu'il y a un énorme débat sur la différence entre un shitcoin et un memecoin. A priori c'est un débat qui brise des amitiés, en tout cas entre les personnes qui achètent des shitcoins et des memecoins. Déjà faut clairement pas mettre les deux dans la même catégorie et un PP n'a absolument rien à voir avec un shitcoin qui lançait juste dans l'objectif de faire un pump and dump. La preuve, il y en a un qui est dans le top 30 de CoinMarketCap alors que l'autre galère à passer les 5 chiffres de valorisation. J'ai envie de dire qu'un memecoin c'est un shitcoin qui est bien exécuté et qui a réussi. Et plus que ça, j'ai envie de dire qu'un memecoin c'est une communauté organique qui se crée autour d'une imagerie populaire. Il y a souvent des mèmes d'internet qui existent déjà et qui rassemblent déjà des communautés. À l'inverse des shitcoins qui sont totalement random et qui ont juste pour objectif de faire du pump and dump. Mais il faut aussi dire que dans la majorité des cas, la frontière entre les deux est très fine. Et au lancement d'un memecoin et d'un shitcoin, bah c'est très compliqué de dire ça c'est un memecoin, ça c'est un shitcoin. Je rajouterai également que dans le cadre d'un memecoin, généralement la liquidité est brûlée et donc il n'y a absolument aucun risque que le développeur s'amuse à venir la retirer. Mais ça on en parle un petit peu plus tard. Alors pourquoi on voit ces choses là pulluler aujourd'hui? Eh bien c'est que c'est particulièrement simple de créer un shitcoin. Aujourd'hui il y a des outils on-chain comme par exemple Pump.fun sur Solana. Voilà, t'as l'interface ici, il faut un nom, un ticker, une description, une image, tac, 0,02 sol, soit même pas 5 dollars, et hop, tu crées ton shitcoin. Aujourd'hui, c'est ultra facile et ultra accessible pour n'importe qui de créer un shitcoin. D'autant plus que si tu passes par des outils de ce type-là, t'as même pas besoin de gérer la liquidité, ça se fait automatiquement. Vraiment, il faut absolument aucune connaissance pour se lancer là-dedans. Alors oui, quand on baisse la difficulté pour faire quelque chose, et que cette chose-là, elle est quand même assez convoitée, bien évidemment qu'il y a de plus en plus de monde qui s'y intéresse et qui essaye de répliquer la chose. Ensuite, il y a également une version un petit peu plus complexe qui revient à développer son propre contrat et à venir le customiser. De temps en temps, c'est des contrats qui peuvent être un petit peu douteux, que ce soit dans les allocations et plein d'autres choses. Et finalement, la personne qui déploie le jeton va devoir déployer de la liquidité sur un échange décentralisé, histoire de faire en sorte que n'importe qui puisse venir acheter de ce fameux jeton. Souvent, ces jetons-là se font connaître via des sites un petit peu comme DexScreener qui permettent de référencer tous les nouveaux jetons qui sont lancés par le bouche à oreille, donc un copain d'un copain qui va te parler d'un shitcoin, ou alors via les réseaux sociaux comme Discord et Twitter. Et souvent, ces projets-là vont contacter des influenceurs qui sont également spécialisés dans les shitcoins, aussi pour faire un petit peu de propagande et pour mettre en avant le projet. Alors maintenant, pourquoi est-ce que ça termine toujours quasiment par une courbe qui va à zéro? Soit il y a des gens qui ont trop de pourcentage de la supply et qui s'amusent à casser la charte, c'est-à-dire à venir dumper massivement pour faire peur à tout le monde et au final c'est une prophétie autoréalisatrice et tout le monde se barre. Il ne reste quasiment plus personne sur le projet et puis voilà, bah il va mourir de façon assez naturelle finalement. Ou aussi tout simplement parce que le temps d'attention des personnes qui sont dans les shitcoins est généralement relativement faible et donc les gens ont tendance à passer à autre chose très facilement. Et l'autre cas de figure qui normalement ne devrait pas être fréquent car c'est littéralement une arnaque et c'est absolument illégal, c'est un rug. C'est-à-dire que la personne qui a déposé la liquidité du jeton, elle décide de l'enlever et donc en conséquence absolument tous les jetons du projet se retrouvent à avoir une valeur nulle. Ce qui est la pire chose qui peut arriver à un shitcoin et ce qui dépose généralement l'avis de décès. Comme tu t'en doutes, il y a évidemment des personnes qui arrivent à gagner de l'argent là-dessus parce que sinon bah ils ne feraient tout simplement pas ça. C'est assez basique mais le monde tourne grâce à l'argent et c'est pas à toi que je vais l'apprendre. La première personne qui va gagner, et ce qui est assez évident, je pense que tu l'as compris maintenant, c'est le développeur. Il a deux façons de venir générer de l'argent. La première c'est via un rug, donc tout simplement faire croire que le projet va monter et qu'au bout d'un moment eh bien il va tout simplement enlever la liquidité qu'il a déposée sur un échange décentralisé, ce qui fait qu'il va récupérer toute la partie dont le token qui est de la valeur du projet. Je rappelle que faire ça c'est illégal. La deuxième façon qui est un petit peu plus fair, c'est via son allocation initiale. Comme tu t'en doutes, sachant que c'est
lui qui crée le jeton, il peut faire ce qu'il veut de ce jeton et donc de sa distribution. Et il peut donc très bien décider de s'allouer par exemple 10% Day One. Évidemment, il en fait ce qu'il veut et quand le projet fonctionne un petit peu, eh bien il peut décider de les revendre et donc de générer du profit là-dessus. Les deuxièmes personnes qui vont gagner, c'est les copains du développeur. Généralement parce qu'ils vont recevoir des jetons gratuits ou alors pour pas faire grand chose, par exemple pour avoir un pseudo rôle de marketing dans le projet et donc ils vont pouvoir les revendre sur le marché. Généralement, ces personnes-là ont également en tête ce que le projet est et ce que le projet peut devenir et ils ont également le timing du lancement, ce qui leur permet de venir sniper s'ils ont les compétences pour le faire. Et ensuite, les troisièmes personnes qui vont gagner, ce sont les influenceurs shitcoin. Oui, ça existe et c'est particulièrement répandu sur Twitter. Ce sont des personnes influentes qui vont prendre un billet pour parler du projet. Et ce, sachant que généralement ce projet n'est pas viable ou alors qu'il va rug dans le futur. Pour être de ce côté-là de la balance, parce que je suis finalement influenceur, je ne comprends même pas en fait comment des gens peuvent accepter ce deal-là. Même si on met de côté absolument toute la partie éthique et donc que c'est que la partie business, argent, etc. On parle littéralement d'échanger la réputation d'une personne contre quelques centaines de dollars. Je comprends pas comment quelqu'un de sain peut prendre une décision de ce type-là. Et ça, c'est sans compter toute la partie éthique, là où au final, le mec qui accepte ça, il est ok de foutre en l'air toute sa communauté pour seulement quelques centaines de dollars. Je trouve ça juste horrible. Mais bon, a priori, c'est un business qui fonctionne car ces gens, a priori, continuent d'être suivis en masse. Et à ce niveau-là, je comprends pas en fait le personnel qui se dit ouais, c'est une bonne idée, je vais suivre ce mec, il prend des billets sur mon dos, et en plus de ça, il fait en sorte que je perde tout mon argent. Merci l'influenceur shitcoin, merci beaucoup. Que ce soit du côté des utilisateurs via des bots ou alors des logiciels pour éviter de se faire rogue ou alors encore pour réduire ses risques. Oui, ça existe, il y a vraiment des gens qui passent des heures et des heures à se spécialiser dans les shitcoins. Ça augmente peut-être leur taux de chance de réussite, je le dis pas, mais certainement pas significativement. Et du côté des développeurs, c'est quelque chose qui a tendance à s'industrialiser avec des partenariats, de l'influence et encore en plus que ça, des lancements à l'appel. En deux mots, c'est une petite partie de l'industrie crypto qui est particulièrement shady. Et dans cette vidéo, je t'ai même pas parlé de toutes les arnaques, des honeypots ou encore des gens qui s'amusent à créer des télégrammes juste pour faire des pump and dump et au final dumper sur les gens qui ont rejoint cette communauté pour faire des pump and dump avec eux. C'est vraiment un des sous-games les plus obscurs de la crypto. Maintenant, admettons que par miracle, tu arrives à t'en tirer et tu arrives à gagner de l'argent grâce à ça. Déjà, on peut dire que tu es particulièrement chanceux parce que toutes les chances sont contre toi. Et ensuite, ça ne va certainement pas te plaire, mais si tu as ce profil type de la personne qui joue des shitcoins, eh bien, il y a de bonnes chances que tu perdes absolument tout dans les prochaines semaines ou alors les prochains mois. Déjà, si tu fais ça de façon très régulière, ton cerveau est complètement grillé à la dopamine. Ça veut dire que pour ressentir la moindre chose, t'es obligé de tout le temps prendre position. Sinon, t'es pas bien. Tu vas donc prendre beaucoup plus de risques que nécessaire et tu ne vas surtout ne pas l'adapter à ton nouveau bag, ce qui fait en sorte que la personne peut très facilement se mettre dans des situations là où son bag peut retourner à zéro. Je veux dire, c'est vraiment pas rare de voir sur Twitter des histoires de mecs qui ont fait des millions et qui sont retournés à quelques dizaines de milliers de dollars. Juste parce que cette notion de gestion du risque, ils ne l'ont absolument pas. Ce qui est un petit peu la conséquence de n'avoir aucune notion de l'argent et de la difficulté pour l'obtenir. Car oui, c'est un petit peu comme le loto, si tu obtiens ton argent en ne faisant rien, eh bien tu ne lui associes clairement pas la même valeur que quelqu'un qui a travaillé des années pour l'obtenir. Et donc je pense que c'est en partie pour ces raisons-là que les personnes qui sont dans ces cas de figure ont tendance à voir leur wallet aller vers zéro. Ce qui fait que je pose sincèrement la question, est-ce qu'on n'est pas sur un profil typique de personnes qui sont addictes et du coup qui devraient vraiment consulter un spécialiste? D'un point de vue extérieur, j'ai l'impression que les personnes qui font ça avec leur argent, c'est typiquement le même genre de personnes qui s'amusent à aller claquer son salaire dans un carré VIP plus de l'alcool pour impressionner des filles en boîte et qui refont ça en boucle toutes les semaines en espérant qu'il y ait un résultat différent et que cette semaine-ci ils ne se fassent pas recaler. J'ai vraiment l'impression que c'est exactement la même mécanique. Pour moi, les personnes qui sont vraiment à fond là-dedans, je pense qu'elles ont un souci d'addiction au jeu d'argent et c'est un vrai sujet de société qui est largement amplifié par les réseaux sociaux. Il n'y a pas de honte à avoir et si tu te sens concerné par ce genre de message, eh bien je mettrai en description du coup des liens qui pourront t'aider. Et il y a plein de dangers qui sont associés à ça, notamment sur ton capital, mais également sur ta personne physique et sur ton entourage. Donc vraiment, c'est pas un sujet avec lequel on rigole et si tu te reconnais là-dedans, il y a peut-être quelque chose à faire. Et on va terminer sur les alternatives parce que je pense que certaines personnes se disent que c'est la seule façon de faire de la crypto alors qu'absolument pas. Déjà, il faut comprendre que si tu investis dans la crypto, c'est généralement un marathon et absolument pas un sprint. L'objectif, c'est pas de faire le plus de thunes le plus rapidement possible pour ensuite le perdre également le plus rapidement possible. Non, l'objectif, c'est de monter progressivement et surtout d'être capable de garder ton capital et de ne pas le perdre sur le moindre move du marché. Et surtout, si ton activité principale aujourd'hui sur la crypto, c'est le shitcoin, eh bien, je t'invite à essayer de prendre du recul et de réfléchir un petit peu à cette situation. En alternative, ce que je peux te proposer, c'est les altcoins qui restent un play largement moins dégène et qui, pour le coup, si ça fonctionne, peut également permettre de faire des gains. On n'est clairement pas dans la season comme en 2021, mais il y a toujours des choses à faire là-dessus. Ensuite, c'est de comprendre que plus ton portfolio est grossi, moins tu es censé prendre de risques. Je sais pas si d'un seul coup tu passes d'un folio de 200$ à 10 000$ et que ton folio tu l'alimentes de 200$ par mois. Si tu te mets dans une position là où tu peux tout perdre, et ben d'un côté tu perds un mois de salaire, ou plutôt un mois de ce que tu es prêt à investir, et dans l'autre, pour exactement la même position, si tu dépenses
déposes les 10 000 d'un coup, eh bien tu vas perdre 50 mois de profit. Alors voilà, ça demande à réfléchir et surtout à gérer ses risques. Plus ton folio est gros, moins tu es censé prendre de risques. Et finalement, c'est tout simplement de grossir un bag de Bitcoin, d'Ethereum ou encore de Solana. La stratégie finalement la plus classique et qui est la plus adaptée et surtout qui ne demande pas tant d'investissement que ça. Je veux dire d'un point de vue temps, d'un point de vue connaissance, etc. Et finalement, je me permets de te parler de ce qui représente aujourd'hui la majorité de mon activité, c'est la chasse aux airdrops. C'est tout simplement de se positionner sur des projets avant que ceux-ci aient des jetons, dans l'espoir d'en recevoir une petite partie. En gros airdrops qu'on a déjà reçus, je peux par exemple citer Arbitrum, Layer 0 ou encore Zcash pour les plus récents. Généralement, ça demande absolument pas un capital fou pour se positionner, et surtout, sauf cas extrêmement majeur, c'est-à-dire un gros hack, et bien l'entièreté de tes fonds n'est jamais en danger. Si c'est un sujet qui peut t'intéresser, je te mets juste ici à l'écran une vidéo récap que j'ai fait et qui te permet donc de tout comprendre sur les airdrops, car à mon avis, c'est un peu la suite logique de celle-ci. En tout cas, je te remercie de ton attention, j'espère que tu as pu apprendre 2-3 trucs, et sur ce, je te dis à tout de suite de l'autre côté dans la prochaine vidéo. Ciao.